Bienvenue dans le 20h de ce 25 avril. Tout de suite, les titres. Il a foulé le sol de Kigali, la capitale rwandaise, ce mercredi. Le président ivoirien va y prendre part à la remise du prix Mo Ibrahim, décerné à l'ex-présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf. Il va aussi rencontrer son homologue Paul Kagame. Renforcement de la coopération entre le district autonome d'Abidjan et la ville de Yokohama au Japon. Une délégation de cette ville au sud de Tokyo est en Côte d'Ivoire pour 5 jours. Elle a été reçue par le gouverneur Robert Begré-Mambé. Le dossier de ce soir est consacré aux différents commerces de produits agricoles installés le long de l'autoroute du Nord et des autres activités créées tout autour et aussi de l'interdiction de s'installer dans cette zone dangereuse. Au Nigeria, 2 prêtres catholiques et au moins 16 fidèles ont été tués dans l'attaque d'une église dans un état de l'est du pays. Menée par une trentaine d'hommes armés, l'attaque s'est produite tôt le matin lors d'une messe de funérailles. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité sur RTI 1. Il est arrivé ce mercredi à Kigali, au Rwanda. Le chef de l'État ivoirien est à la 3e étape de sa tournée. Il va assister vendredi à la remise du prix Mo Ibrahim à l'ex-présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Viviane Aïma, envoyé spécial. Après un séjour d'une semaine en France, au cours duquel il a eu un entretien avec le président de la République française, Emmanuel Macron, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a quitté la France ce mercredi pour se rendre à Kigali, la capitale du Rwanda, où il est arrivé en début de soirée. Il a été accueilli à son arrivée par la ministre rwandaise des Affaires étrangères. Le président de la République assistera à la remise du prix Mo Ibrahim pour le leadership d'excellence qui sera décerné ce vendredi 27 avril au cours d'une grande cérémonie à l'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, sur qui s'est porté le choix de la fondation Mo Ibrahim pour l'édition 2018 de son prix. L'ex-président du Libéria est distingué pour sa capacité à redresser son pays ravagé par des années de guerre civile. Le président de la République, Alassane Ouattara, sera aux côtés de plusieurs autres chefs d'État de la sous-région pour marquer leur solidarité à ce bel hommage qui sera rendu à l'ancienne présidente du Libéria. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'a d'ailleurs pas manqué de relever les très bonnes relations qu'il a entretenues avec Ellen Johnson Sirleaf tout au long de sa présidence à la tête de son pays. Ellen Johnson Sirleaf a été une femme formidable à la tête du Libéria, notre voisin. Et je dois vous dire que je tenais à faire ce déplacement. Et pour le président Kagame et pour Ellen Johnson Sirleaf, la Côte d'Ivoire est en paix, le Libéria est en paix. Je pense que les décisions que nous avons prises ensemble ont contribué à renforcer la paix et la stabilité dans cette sous-région et également dans les 2 pays. Donc je suis très heureux aussi de rencontrer mon ami Mo Ibrahim et le remercier pour ce prix qu'il a instauré. Au cours de son séjour, le président de la République s'entretiendra en outre avec son homologue du Rwanda, Paul Kagame, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine. Je réitère toute mon amitié et toute l'admiration que j'ai pour le président Kagame, la transformation qu'il a faite de son pays et également toute la stabilité que nous avons ici dans cette sous-région. Il y a également le président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. Donc ce sera une occasion d'avoir un tour d'horizon sur les questions relatives au continent et les questions internationales, parce que la Côte d'Ivoire est au Conseil de sécurité cette année, l'année prochaine, et nous avons besoin donc de prendre un peu ses conseils par rapport à sa vision sur quelle doit être la position de l'Afrique au Conseil de sécurité. Après l'aéroport, le président de la République s'est rendu à son lieu de résidence. L'attendait une délégation de la petite communauté d'Ivoiriens vivant au Rwanda venue lui souhaiter l'aquaba à l'Ivoirienne. Ce séjour du président de la République à Kigali est le dernier acte d'une tournée qui l'a conduit au préalable au Koweït, puis en France.
Une délégation de la ville de Yokohama au Japon effectue une visite de 5 jours en Côte d'Ivoire. Elle a été reçue par le gouverneur Robert Begré-Mombe. Il est question de renforcer la coopération entre le district autonome d'Abidjan et la ville de Yokohama au Japon. Olivier Iriebi et Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire et le Japon s'engagent à renforcer la coopération décentralisée. Après la signature de proclamation d'échange et de coopération entre le district d'Abidjan et la deuxième ville japonaise Yokohama, une délégation d'experts et de techniciens japonais a été reçue par le ministre-gouverneur Robert Begré-Mombe. La mission terre ivoirienne vient concrétiser les échanges entre les deux entités. Le district d'Abidjan et la ville de Yokohama s'engagent ainsi à partager leurs expériences dans divers domaines, notamment dans les secteurs de l'environnement, de l'éducation, du transport urbain et la promotion des échanges culturels. Pour le gouverneur du district d'Abidjan, cette coopération va permettre à la Côte d'Ivoire de se doter d'infrastructures modernes. Et cette coopération s'inscrira dans 4 volets essentiels. Le premier volet, la gestion des ordures ménagères. Le deuxième volet, c'est la gestion du trafic. Le troisième volet, l'adduction d'eau en Abidjan. Il y a un quatrième volet qui est celui de la coopération entre les écoles primaires afin d'amener les jeunes à se connaître. Nous sommes en train de faire des évaluations et nous n'avons pas fini de discuter avec les financiers. Ce sera en partenariat. Et nous apportons nos compétences, ils apportent le financement, on gère ensemble. Le chef de la délégation japonaise a pour sa part exprimé la disponibilité de sa commune à accompagner la Côte d'Ivoire dans ses différents chantiers. Comme la ville grandit, il y a toujours des problèmes urbains à résoudre. Nous sommes sûrs que nous pouvons partager avec vous notre savoir-faire. Et c'est un réel plaisir de collaborer avec vous pour encore le développement de Abidjan. Pour rappel, c'est en septembre 2017 qu'une délégation ivoirienne conduite par le ministre-gouverneur Robert Begré-Mombe a effectué une mission dans la ville de Yokohama au Japon, laquelle mission a favorisé la signature du partenariat entre les deux villes. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance est en tournée à l'intérieur du pays. Elle informe, elle sensibilise et elle invite à donner dos à la corruption, une entrave pour la croissance et un obstacle au développement. Kwadio Kwame. Face au corps préfectoral et aux élus des régions de l'Ifou, du Nzi et du Moronou, l'occasion était tout indiquée pour faire le point et partager avec les participants la situation actuelle de la gouvernance et de la corruption en Côte d'Ivoire, de décliner les orientations stratégiques adoptées par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance dans sa mission de prévention et de lutte contre ce fléau. Notre pays est passé de 53 points sur 100 en 2016 à 54,2 sur 100 en 2017. Notre pays est passé de 136e place en 2013 à la 103e place en 2017, soit un gain de 33 places. Tous les indicateurs d'appréciation de la gouvernance retenus par le Millennium Challenge Corporation, MCC, sont passés du rouge au vert au cours de la période 2011-2016. La lutte contre la corruption et des infractions assimilées est un enjeu majeur pour les États modernes et modèles. Un état de fait qui entrave la croissance, réduit la productivité et ralentit l'investissement. Un obstacle donc au développement. Faire en sorte que ceux qui nous regardent, les populations, puissent savoir que ceux qui les dirigent ont des valeurs. Ceux qui s'adonnent à ce genre de pratiques, la corruption, il faut avoir le courage de les punir de manière exemplaire. Le comité local de lutte contre la corruption a été installé, présidé par le préfet de Daoukro. Après le corps préfectoral et les élus, la population a à son tour été sensibilisée. Nous nous engageons ce matin à lutter contre cette corruption afin de faire avancer notre pays. C'est l'ordonnance numéro 2013-661 du 20 septembre 2013 qui fixe les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Elle s'articule autour des 4 piliers essentiels: la transparence, la responsabilité, la sensibilisation et la répression.
On vient de l'apprendre, le directeur général du guichet unique automobile est mis aux arrêts pour des soupçons de fraude au niveau du dédouanement des véhicules de luxe. Il s'agit surtout d'en savoir davantage sur cette affaire qui défraie la chronique des révélations du bi-hebdomadaire L'éléphant déchaîné, et nous y reviendrons. Direction maintenant Meknès au Maroc pour l'ouverture hier mardi du 13e Salon international de l'agriculture. Il accueille près de 1400 exposants issus de 67 pays. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire présente à ce rendez-vous de solliciter l'expertise marocaine, notamment en matière de techniques de conditionnement et de valorisation des fruits et légumes. Cela avec beaucoup plus de possibilités d'ouverture au marché européen et surtout au marché des moyens et proches Orient, en passant par le port de Tanger. Noël Niagno, envoyé spécial au Maroc. Le Siam, la grande ferme du Maroc, a ouvert ses portes pour 6 jours avec comme capitale Meknès. Cela depuis l'avènement de ce rendez-vous annuel du monde agricole marocain il y a 13 ans. Le prince héritier Moulay Hassan est venu ce mardi 24 avril marquer de son sceau le top départ des rencontres des agriculteurs du Maroc et du monde. Ces acteurs nationaux et internationaux vont parler agriculture, échanger leur savoir et leur savoir-faire, présenter les dernières innovations dans les domaines de l'agriculture, des ressources animales, sans oublier les équipements. 67 pays sont présents à ce carrefour du donner et du recevoir. Au nombre de ces pays, la Côte d'Ivoire avec ses identités remarquables. Le cacao, le café, l'anacade. Associons les produits du terroir, la nouvelle expression de la visibilité de la Chambre de l'agriculture de Côte d'Ivoire. Ils sont 1400 exposants, dont 300 internationaux, à se partager les 18 hectares de l'espace dédié au salon. Thème de cette 13e édition, la logistique et son rôle dans la dynamisation du marché agricole. C'est le lieu de souligner le choix judicieux du Maroc et de la Côte d'Ivoire de signer en 2015 une convention sur la mise en place d'une plateforme logistique. Nous avons accepté et accueilli avec beaucoup de bonheur la proposition du Royaume du Maroc de réaliser une plateforme logistique de manière à pouvoir emmener les fruits et légumes du Maroc sur le marché ouest africain via Abidjan à des conditions de température maîtrisées. En retour, les fruits et légumes de Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, notamment les mangues, peuvent accéder au port de Tanger et accéder à partir du port de Tanger au marché du Moyen et du Proche-Orient que nous n'avons pas encore exploré. Le Maroc et la Côte d'Ivoire ont signé un avenant à cette convention en marge de ce Siam, comme pour traduire la ferme volonté des deux parties à voir la réalisation de cette plateforme de commercialisation des fruits et légumes d'Abidjan. Cet avenant proroge de 3 ans la convention signée en 2015, qui expirait en 2018. L'avenant indique également qu'il revient à la société Tanger Med, société de droit marocain spécialisée en la matière, d'aménager, de développer et de gérer cette plateforme logistique une fois réalisée et mise en œuvre. Ici en Côte d'Ivoire, à Korogo, on parle également agriculture avec les 8e assises de l'Association ivoirienne des sciences agronomiques. Cette plateforme de recherche pour booster le développement agricole se tient en ce moment même dans cette ville de la région du Poro. Le monde de la recherche se donne 3 jours afin de proposer des solutions pour l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Léon Pro. Pénurie d'eau, perte de récoltes en zone ivoirienne de savane, des phénomènes provoqués par les variations des paramètres climatiques de la vie d'agronome. Les présentes assises, les 8e de l'Association ivoirienne des sciences agronomiques, donc pour trouver les issues scientifiques, techniques et technologiques qui assurent la durabilité et la productivité agricole dans cette zone de savane au climat soudanien malgré le changement climatique. Les innovations sont déjà au niveau de la matière de recherche. C'est donc de leur transférer toutes ces technologies qui sont déjà connues et qui sont déjà maîtrisées ailleurs, afin qu'ils puissent changer leur méthode culturelle. Par exemple, il y a de nouvelles ressources qui sont déjà disponibles, qui sont adaptées à la période de sécheresse, qui peuvent être cultivées. Participent à ces assises enseignants-chercheurs, chercheurs, agronomes et techniciens d'encadrement
200 au total que soutiennent le ministère de l'Agriculture et le parrain de ces assises, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Son représentant, le ministre de l'Enseignement supérieur, salue la reprise des activités de l'AISA, toute chose pour que l'agriculture reste le moteur de l'économie ivoirienne par sa capacité à répondre aux défis. Le développement économique et social de la Côte d'Ivoire repose fondamentalement sur l'agriculture. Ce secteur représente 28% du PIB, 50% des recettes d'exportation et 2/3 des sources d'emploi et des revenus de la population. Cependant, face au changement climatique, l'agriculture en Côte d'Ivoire reste confrontée à des défis majeurs. En effet, les pollutions environnementales, les engrais et les pesticides chimiques entraînent une réduction des sols cultivables et partant donc du rendement agricole, notamment dans la zone soudano-sahélienne de la cité du Pôle. Entre autres partenaires de ces assises, dont les conclusions sont attendues pour ce 26 avril 2018, l'Université de Korogo et le Centre d'excellence africain sur le changement climatique. Des produits agricoles, on en trouve tout le long de l'autoroute du Nord. Des vendeuses en proposent aux automobilistes et ce sont en général des produits du terroir qui sortent à peine des champs, d'où l'engouement des voyageurs. Ces commerçantes bravent au quotidien l'injonction faite par les autorités de quitter les lieux en raison du caractère dangereux de cette voie express. Le dossier de ce soir est signé Eugène Atoubé. En partance pour Abidjan ou de retour, sur l'autoroute du Nord, de nombreux automobilistes s'autorisent une escale à l'entrée ou à la sortie de certains villages que traverse cette voie express à grande circulation. Une fois pied à terre, ils s'empressent de faire quelques achats. Question de temps. Produits du terroir, vivrier, viande de brousse, de la nourriture même. Mais vraiment rien de spécial qu'on ne trouve ailleurs. Et pourtant, c'est chez tous ces acheteurs itinérants rencontrés à Moronou, toujours le même plaisir, quoique les motivations soient différentes. En tout cas, avant, on trouvait un peu facile les bananes sur la route, un peu moins cher, mais aujourd'hui, c'est devenu un peu compliqué. Aujourd'hui, tu arrives, on te place 2 régimes de bananes à 2500 à 5000. Mais on va faire comment? On est obligé d'amener un peu la nourriture à la maison, donc on fait avec. En réalité, le prix ne compte pas. C'est bien frais. Ça vient du champ, bord champ quoi. C'est pourquoi on aime acheter ici. Sinon, il y en a à Abidjan. Parmi les acheteurs, il y a les occasionnels. Il y a surtout les habitués, ceux qui ne peuvent emprunter l'autoroute du Nord de Yamoussoukro à Abidjan sans faire leurs provisions à plusieurs endroits au cours de leur voyage. Avec les vendeuses, ils ont même tissé des rapports particuliers au point où leur acte d'achat comme un rituel. Le ton du marchandage est familier et l'ambiance est toujours conviviale, dans une atmosphère où chaque partie y va de son argumentation pour convaincre l'autre. Mais en définitive, chacun y trouve son compte. Non, moi personnellement, je ne sais pas si c'est devenu une habitude pour moi, mais je ne peux pas faire un voyage sans prendre quelque chose sur la route, même quand c'est cher. Là, à Béoumi, j'ai fait achat de près de 100 000 francs de poissons et je vais partager avec des collègues, la famille. En tout cas, ça me réjouit quoi, quand je fais ça. Elles sont discrètes, mais toujours présentes le long de l'autoroute du Nord, les vendeuses de produits vivriers. Invitées pourtant à quitter leurs différents sites de vente pour une question de sécurité. Depuis la fin des travaux de prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à Yamoussoukro. Mais chasser le naturel et il revient au galop. Comme des poches de résistance, ces femmes sont bien là, commerçant tranquillement avec les automobilistes et les usagers de passage. Si elles comprennent la décision du gouvernement, elles regrettent et souffrent de voir que leur activité principale s'en trouve affectée. Nous sommes au village, on n'a pas l'argent. Si on ne vient pas se débrouiller au bord de la route, même si on a fait le champ, qu'on ne coupe pas banane de nos champs pour venir vendre là, c'est problème. Donc nos souhaits est que vraiment l'État n'a qu'à voir nos situations. S'il veut, il n'a qu'à chercher une place pour nous spécialement. On va s'asseoir dedans pour vendre nos marchandises parce qu'on ne peut pas quitter au bord de la route parce que c'est de ça on vit. Avoir tous ces véhicules roulés à vive allure sur l'autoroute,
il y a de quoi craindre pour la sécurité des vendeuses, installées le long de cette route, non loin de la chaussée pour la plupart d'entre elles. Quand on leur pose la question pour comprendre, elles répondent que c'est pour une meilleure visibilité, ou bien du coup qu'elles s'exposent au danger. Pour l'heure, ces vendeuses bénéficient d'un répit, comme celle de Moronou, qui partagent leur quotidien avec les conducteurs de mototaxi qui, eux, tirent grand profit de cette activité. Depuis 2014, j'ai commencé à faire mototaxi. Bon, souvent ça marche, souvent ça marche pas. C'est comme toute activité, il y a de bons rendements. En général, ce sont les femmes qui achètent de la banane. Après, les parents qui viennent d'Abidjan, quand ils arrivent, ils m'appellent et ils viennent les chercher. On a un seul cas actuellement, le cas est gâté, donc on prend les motos pour partir chez nous. Le prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à Yamoussoukro a favorisé l'activité de mototaxi à Moronou, comme dans plusieurs localités que traverse cette route. Ironie de l'histoire, le prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à Yamoussoukro a conduit l'activité de vendeuse de vivriers vers sa disparition. Une situation que supportent mal les femmes de cette localité qui partagent cet ouvrage. L'espoir qu'elles ont entretenu pendant toutes les années qu'a duré sa construction, c'est mieux aujourd'hui en désillusion. Dans l'actualité politique, le Rassemblement des Républicains RDR tient son 4e congrès extraordinaire le 5 mai prochain. La participation à cette rencontre est soumise à la détention de la carte de militant. L'opération donc carte de militant a été lancée au siège du RDR ce mercredi. Moussa Konaté. Henriette Dagri-Diabaté remplit la fiche individuelle du renseignement. Ensuite, elle se soumet à la séance photo. Après ces étapes, elle a en main sa carte de militant du RDR. La présidente du Rassemblement des Républicains donne ainsi le top départ de l'opération carte de militant. L'acquisition de la carte de militant est un acte de première importance. Elle matérialise l'adhésion aux idéaux, aux projets de société, ainsi qu'à la ligne politique adoptée par le parti. Il ne s'agit pas d'une action anodine, et c'est un véritable lien qui se tisse entre le parti et les militants. J'exhorte donc tous les militants à s'impliquer à tous les niveaux afin que cette opération soit un succès. Alors, moi, j'ai pris ma carte. À chacun de prendre la sienne. À sa suite, plusieurs cadres du parti imitent le même geste pour obtenir le document. La carte de militant est obligatoire et exigée pour le 4e congrès extraordinaire du RDR, prévu le 5 mai prochain. Le secrétariat général adjoint du RDR chargé des mines, des énergies et de la protection civile mène des réflexions. Il s'agit de faire un bilan et de dégager des perspectives pour apporter des solutions aux attentes des populations. Kader Sogodogo. La politique ivoirienne en matière des mines, des énergies et de la protection civile, bilan et perspectives. C'est autour de ce thème que les membres du secrétariat général adjoint du RDR chargé de ces secteurs réfléchissent. Il s'agit surtout de faire le point de ce qui a été fait afin d'avoir une idée nette des efforts à consentir. Il s'agira de faire le diagnostic des différentes politiques et actions menées dans les secteurs cités plus haut, de faire l'étude comparative par rapport donc aux pays de la sous-région en termes de coût de l'électricité aux usagers, d'expliquer de façon scientifique et claire les promesses non réalisées, de proposer des solutions ainsi qu'un plan d'action pour s'assurer de la mise en œuvre des promesses avant 2020. L'initiative rencontre l'adhésion pleine et totale du secrétariat général du RDR. C'est important que le parti ait l'état des lieux en ce qui concerne ces différents secteurs, parce que ce sont des secteurs vitaux pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Ces travaux vont durer 2 jours, au bout desquels des résolutions sous forme de recommandations seront faites au gouvernement. L'Union pour la Côte d'Ivoire, UPC, prépare son 2e congrès extraordinaire. Lors de cette rencontre, le parti va donner sa position sur la question du parti unifié au sein du RHDP dont il est membre. Olivier Iriebi et Herman Guivet.
La question du parti unifié, en vue de donner sa position sur le sujet, l'Union pour la Côte d'Ivoire, l'UPC, a décidé de se référer à un congrès extraordinaire. Le bureau politique de notre parti a décidé, en application des dispositions de l'article 29 des statuts du parti, de convoquer un congrès extraordinaire. La question de l'adhésion de l'UPC au parti unifié dénommé Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix relève exclusivement du Congrès. Selon le président du comité d'organisation, plus de 1500 personnes sont attendues à ce congrès. Pour réussir le pari de la mobilisation, les différents délégués du parti sont à pied d'œuvre pour préparer les militants et sympathisants. Le PDCI RDA, lui, est à la conquête de militants dans le nord du pays. Une délégation s'est rendue dans le département de Koro, district du Bafing, à l'occasion de la rentrée politique du comité départemental de Koro 2. Eugène Atoubé. L'image rappelle le moment chaud de campagne des candidats du PDCI RDA aux différents postes électifs dans la localité de la région du Bafing. Conduite par une colonne de motocyclistes, la délégation de la direction de ce parti arrive à Boko. L'accueil est triomphal. Les militants enthousiastes, unis et mobilisés, donnent le ton pour la défense et l'illustration du PDCI RDA dans une région où les responsables locaux de ce parti œuvrent pour son repositionnement. Bakayoko Lagi Sagidiba, vice-président du PDCI RDA, chef de la délégation, s'est fait une idée plus précise de la force de son parti dans la commune de Boko, une commune acquise à la cause du RHDP. Mais le PDCI RDA, durablement établi dans cette localité avec 80 comités de base et de section, ne détient aucun poste électif. Une configuration politique que le PDCI RDA veut équilibrer par un travail de terrain dans l'union et la cohésion. 4 nouvelles sections ont été créées et les responsables investis, munis chacun d'une feuille de route. Ils ont été appelés à l'union et la cohésion pour réussir leur mission. Les militants du PDCI RDA de Boko ont bénéficié du soutien de leurs alliés du RDR avec lesquels ils forment le RHDP. La rentrée politique de la délégation communale PDCI RDA de Koro annonce les grandes actions pour glaner le maximum de voix et obtenir la majorité des suffrages aux prochaines élections. Journée mondiale de lutte contre le paludisme aujourd'hui 25 avril. En 5 ans, la Côte d'Ivoire enregistre d'énormes progrès grâce notamment à la stratégie gouvernementale et à l'appui des partenaires. Mais quelques difficultés cependant dues à des incompréhensions des populations. Demain jeudi sera lancée à Abidjan la campagne Vision Zéro Accident par l'Association internationale de sécurité sociale. Cette campagne concerne l'ensemble du continent africain. 20h28, l'actu en bref. Premier point ce soir, le Nigeria. Olivier Iriebi, Abou Sanogo. Dans le diocèse de Markoudi au centre du Nigeria, 2 prêtres et 16 fidèles ont été tués hier mardi dans l'attaque d'une église par des hommes armés. Les assaillants ont fait irruption dans l'église lors d'une cérémonie funéraire dans le village de Mbalom, dans l'état de Benue, dans l'est du Nigeria. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'attaque serait liée au conflit entre agriculteurs et éleveurs dans le centre du Nigeria. 7 chefs d'État étaient réunis à Luanda, la capitale angolaise, pour le sommet de la communauté de développement d'Afrique australe, qui s'est achevé hier mardi. Les différentes crises politiques et électorales en cours dans les pays comme Madagascar, le Lesotho et la République démocratique du Congo étaient les principaux sujets évoqués à ce rendez-vous. Dans son communiqué final, le sommet de la communauté de développement d'Afrique australe appelle au calme et à la retenue à Madagascar. L'ex-président mozambicain Joaquim Chissano a été désigné par ses pairs pour faciliter un dialogue national en vue de dégager un consensus. La liberté de la presse s'est encore dégradée dans le monde l'an dernier et le climat de haine à l'encontre des journalistes qui se développent, notamment en Europe et aux États-Unis, menace les démocraties. Dans son rapport annuel publié ce mercredi 25 avril, l'ONG Reporters sans frontières dit s'inquiéter de la liberté de la presse dans le monde. Selon elle, le climat de la haine à l'encontre des journalistes se développe de plus en plus en Europe et aux États-Unis.
À en croire son rapport, 21 pays sont désormais placés en situation très grave, un nouveau record. Et rappelons pour terminer que le chef de l'État ivoirien est à Kigali, au Rwanda. Le président Alassane Ouattara va assister vendredi à la remise du prix Mo Ibrahim à l'ex-présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Et il va avoir une rencontre avec son homologue rwandais, Paul Kagame. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de suivre RTI 1. Excellente fin de soirée à tous.